Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de nature en ville en faisant un focus sur les effets de cette nature en ville sur la santé et le bien-être. Donc, je vais considérer un certain nombre de jalons théoriques malgré tout, hein, sans entrer dans le détail, hein, et illustrer mes propos à partir de deux exemples, en fait, qui sont deux exemples d'études interdisciplinaires menées à l'IRSTV, hein. Euh, voilà. Alors, quand on parle de santé, donc les effets de la nature en ville sur la santé, c'est vraiment en considérant l'acception qu'en fait l'OMS. C'est une définition holistique de la santé, c'est-à-dire qu'en fait, on va considérer euh, la santé aussi bien physique que mentale, mais également le bien-être social. Donc, on a finalement ces trois grandes composantes de la santé, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une approche qui considère que la santé, c'est seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Ce qui nous intéresse également, et c'est cette approche que l'on mobilise dans un grand nombre de nos travaux, c'est une approche que vous connaissez sans doute, hein, qui est l'approche santé unique, One Health. C'est-à-dire que, eh bien, on va considérer la santé humaine, mais cette santé humaine en interaction avec la santé environnementale et la santé animale, en considérant potentiellement différentes échelles, qui sont les échelles locales, bien sûr, mais des échelles plus globales également. Alors, quand on parle de bien-être, ça renvoie à quoi? Pour faire simple, je ne vais pas entrer dans des détails, dans des considérations théoriques de modélisation du bien-être. Simplement, on va, finalement, comme pour la santé, hein, considérer le bien-être mental, le bien-être physique et le bien-être social. Le bien-être mental, ça renvoie à la satisfaction de vie, au fait de se sentir heureux, de ne pas éprouver trop d'anxiété, voilà, des niveaux de stress plutôt faibles. Le bien-être physique, ça renvoie finalement à la dimension euh, somatique de la santé, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis un bien-être social sur lequel on reviendra plus tard quand je prendrai des exemples, quand j'illustrerai euh, mes propos à partir d'une étude interdisciplinaire. C'est eh bien, le fait d'avoir développé un réseau de sociabilité de qualité, d'avoir l'impression que l'on a du soutien social dans notre entourage, voilà, développer des interactions sociales. Donc, vous le voyez, on a cette dimension finalement, ce concept de santé globale et ce concept de bien-être qui sont finalement interconnectés, hein. On n'est pas sur deux silos euh, bien différenciés. Tout simplement parce que la santé inclut une dimension de santé psychologique et donc de bien-être. Alors, quand on travaille sur ces questions de santé et de bien-être en mettant l'accent sur la place de la nature en ville, ça nous amène en termes de grands champs thématiques de recherche, à considérer ou bien à travailler sur les effets du contact avec la nature. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux. Alors, des travaux qui sont menés dans le champ des sciences humaines et sociales, en particulier de la psychologie, de la géographie sociale aussi, hein, et puis dans le champ de la santé publique, donc plutôt de la médecine et de l'épidémiologie. Donc, voilà, on va essayer d'évaluer l'impact du contact avec la nature sur le stress, sur l'humeur, sur les émotions, sur des variables cognitives également. Et puis, plus dans le champ de la santé publique, on va aussi, mais ça se fait souvent en interdisciplinarité en fait avec les SHS, hein,
on va considérer les espaces urbains, donc des interventions sur les espaces urbains, comme des interventions de santé publique, dans une logique de prévention de santé publique. Donc, des études qui vont montrer, par exemple, que la biodiversité, la perception de biodiversité, la perception de richesses écologiques peuvent jouer sur un certain nombre de composantes du bien-être psychologique. On va considérer comment certaines variables individuelles et de contexte interfèrent sur ces effets. Alors, globalement, les travaux ne concernent pas uniquement l'environnement urbain, mais en l'occurrence ici, dans le cadre de mon intervention, je vais cibler l'environnement urbain. Alors, je le disais, un grand champ de recherche, champ de recherche important qui va considérer la nature en ville comme un outil de prévention en santé publique. Par exemple, évaluer l'impact de l'aménagement de corridors verts qui vont favoriser l'activité physique, les relations sociales. C'est typiquement un des exemples que je vais prendre tout à l'heure. Des travaux, je pense à un programme européen dans lequel étaient impliqués des collègues parisiens qui a travaillé sur la revégétalisation des cours d'école. Donc, comment effectivement la revégétalisation de ces cours d'école améliore le bien-être, la régulation émotionnelle des enfants, leur attention. Et puis, plus généralement, comment des designs urbains qui intègrent la nature sous différentes formes peuvent favoriser le contact quotidien avec cette nature. Alors, euh, la nature en ville, bon, elle peut prendre différentes formes. Euh, je vais me baser ici sur une typologie en fait qui a été proposée par deux collègues avec lesquels ben, on a travaillé avec l'équipe de psychologues, social et environnemental, sociaux et environnemental à l'IRSTV. Donc c'est Marjorie Musy et Philippe Baudénan. Qui ont donc proposé en fait, alors ils ont proposé une typologie des solutions fondées sur la nature. Donc cette nature en ville, on peut la retrouver sur le sol, des parcs urbains, des jardins, des forêts urbaines, des fermes urbaines, jardins privés ou partagés. C'est ne pas oublier que la nature en ville, c'est aussi la présence de l'eau en ville, hein. La présence de l'eau en ville, avec les rivières, éventuellement des lacs, donc tout ce qui est zone aquatique, zone humide aménagée. Sachant que, il y a beaucoup de travaux hein, en psychologie et en santé publique qui montrent que les espaces aquatiques, la présence de l'eau a un impact important en termes de bien-être, euh, même plus important, plus significatif que l'impact des espaces verts. C'est aussi donc cette nature en ville, ben, la nature que l'on va pouvoir identifier bah, sur l'aménagement des bâtiments, des toits, des murs végétalisés, et ne pas oublier la présence de la faune. La faune, donc des hôtels à insectes, des ruches, mais aussi les oiseaux qui vont effectivement euh, être présents dans ces parcs, les insectes, etc., etc. Alors, les facteurs qui expliquent cette relation positive entre contact avec la nature et santé. Pour être assez synthétique, on a l'habitude voilà, de différencier quatre grandes familles de facteurs. Cette nature présente en ville, elle favorise la santé et le bien-être parce que elle va permettre de stimuler l'activité physique. On a plus de facilité à faire du sport, par exemple, ben, quand on a des parcs à proximité. Ou quand on a des aménagements adaptés qui permettent effectivement de faire du vélo. C'est aussi ne pas oublier la dimension sociale de,
de la santé et du bien-être, c'est aussi à travers la facilitation que vont offrir ces espaces verts, facilitation à ben, développer des interactions sociales euh, au quotidien, hein. Donc que ces effets vont se développer. C'est aussi à partir de processus psychologiques qui relèvent, sur lesquels je reviendrai un tout petit peu juste après, qui concernent la restauration du stress et de la fatigue mentale. Les espaces de nature, les espaces naturels, les espaces verts, la littérature le montre très bien depuis de nombreuses années, favorisent cette restauration euh, liée au stress et la restauration attentionnelle. Donc j'y reviens tout à l'heure, je ne développe pas plus. Et eh bien, cette nature en ville, elle va plutôt améliorer finalement, atténuer un certain nombre de nuisances qui peuvent être des nuisances liées en période de canicule à la présence d'îlots de chaleur. Elle peut atténuer certaines nuisances sonores, euh, améliorer la qualité de l'air. Donc tout ça, ça va indirectement jouer sur la santé, directement ou indirectement jouer sur la santé et le bien-être. Alors, quels sont les processus qui sont à l'œuvre? Comment est-ce qu'on explique de façon un peu plus précise ces effets? On a deux façons de les expliquer, qui sont deux façons, voilà, enfin, de types de processus que l'on mobilise conjointement, hein. Des mécanismes plutôt psychophysiologiques qui vont concerner justement cette restauration, cette réduction du stress et cette restauration attentionnelle dont je vais vous parler juste après, et des mécanismes plutôt psychosociaux qui sont plutôt des mécanismes identitaires qui relèvent de ce que l'on appelle la connexion à la nature et des problématiques d'identité en fait, de structuration d'une identité qui va inclure des, des éléments qui relèvent de la relation à la nature. Donc, je vais revenir sur ces deux types de processus. Simplement, voilà, ce sont deux cadres théoriques qui sont, comme je le disais, fortement mobilisés, notamment quand on s'intéresse au contexte urbain de santé publique et d'adaptation, pardon, au changement climatique. Alors, pour les processus psychophysiologiques, cette théorie de la réduction du stress, en fait, ce qui se passe, c'est que le contact avec des environnements naturels, alors ça vaut pour les environnements naturels en général, mais ça vaut aussi pour les environnements naturels en ville, hein, euh, vont déclencher ces contacts des réactions affectives rapides, donc ça vient assez vite, hein, et positives qui vont favoriser la récupération après un stress. Donc, on a des effets à court terme, des effets bénéfiques à court terme, mais on a aussi des effets en termes de santé, des effets bénéfiques à plus long terme, parce que, on le sait, quand on est soumis à des stress de façon répétitive, c'est un phénomène itératif en fait, les effets délétères qui se cumulent vont, in fine, à long terme, générer des problématiques de santé potentiellement psychologique, mais aussi de santé somatique, des problèmes cardiovasculaires, etc. Donc, oui, ici, je vous ai mis une méta-analyse en fait récente menée en 2021 qui montre que, eh bien, finalement, les travaux identifient, quand il y a exposition directe à des environnements naturels, tout un tas enfin, la réduction d'un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs connus et reconnus du stress, des indicateurs physiologiques
le niveau de cortisol salivaire qui baisse, tension artérielle, variabilité cardiaque. Donc là, ce sont des indicateurs classiques, physiologiques, et puis des indicateurs plus, je dirais, subjectifs, parce que ce sont des indicateurs auto-rapportés, donc mesure de l'anxiété état. L'anxiété état, c'est l'anxiété à un moment donné. C'est différent de l'anxiété trait. Donc, anxiété état qui a tendance à diminuer, les niveaux de stress auto-rapportés également, et moins d'émotions négatives. Alors attention, on est sur des effets variables, c'est une méta-analyse hein, en termes de puissance statistique, et on n'est pas systématiquement, loin de là, sur des effets euh, de cause à effet. Certaines études sont des études corrélationnelles, donc avec aussi des facteurs de confusion possibles. Donc voilà, il faut être prudent. Mais globalement, voilà, ces effets sont bien identifiés dans la littérature. Autre approche, toujours donc, dans ces approches plus psychophysiologiques, euh, c'est la théorie de la restauration de l'attention. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le contact avec la nature, ça favorise, ça a une fonction restaurative. C'est-à-dire qu'en fait, on a des ressources adaptatives, hein, tous et toutes, les uns et les autres, qui vont nous permettre de répondre aux demandes quotidiennes bah, qui sont issues du contexte dans lequel on évolue, hein, le contexte social, etc. Euh, et donc, ces ressources adaptatives, elles sont limitées, d'accord? On va développer ce qu'on appelle de l'attention volontaire pour répondre à ces demandes, mais tout ça, ça nécessite un effort cognitif, bien sûr, et cet effort cognitif, il va entraîner une sorte de fatigue attentionnelle. Et ce que les travaux montrent, c'est que les environnements, le contact avec des environnements naturels permet de restaurer plus rapidement cette attention dirigée qui se fatigue lors d'activités cognitives exigeantes. Donc, on récupère plus vite d'un point de vue cognitif. Avec des travaux qui montrent, par exemple, une amélioration bon, de la mémoire de travail, je ne vais pas entrer dans les détails, et de la flexibilité cognitive après une exposition à la nature. En particulier quand on est déjà dans des conditions de fatigue attentionnelle. Donc, des explications qui relèvent de processus psychophysiologiques hein, que l'on connaît bien, et puis une approche plus psychosociale qui va cibler les processus identitaires. Donc, on va plutôt s'intéresser aux valeurs, aux, aux normes sociales, aux dynamiques culturelles et sociales pour considérer comment, alors là j'ai choisi de faire un focus sur la connexion à la nature et l'identité environnementale. Il y a d'autres variables, bien entendu, qui peuvent être considérées. Mais on va par exemple considérer comment la connexion à la nature, c'est le degré auquel un individu se sent psychologiquement lié au monde naturel, ou l'identité environnementale. Donc on est plus sur une approche identitaire ici, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails, les considérations théoriques qui amènent à différencier les deux notions. Simplement, on a des outils qui sont des échelles validées psychométriquement, voilà, qui permettent de mesurer ces dimensions de façon rigoureuse. Je mobiliserai la question de la connexion à la nature dans un des exemples que je vous présenterai tout à l'heure. Oui, et donc ce que l'on montre, hein, c'est que des niveaux de connexion à la nature et d'identité environnementale plus élevés favorisent d'autant plus ces effets positifs de la nature sur la santé et le bien-être. Alors, pour synthétiser un petit peu, ici, donc, les espaces verts urbains qui vont avoir un impact positif en termes de santé et de bien-être.
Ils vont atténuer des facteurs de stress environnementaux. Ils vont renforcer, développer des capacités individuelles, alors des activités sportives, les interactions sociales, des comportements de mobilité active. Également, on a travaillé dans le cadre de l'IRSTV sur les jardins partagés, donc la pratique du jardinage. Donc ça vient favoriser la santé, enfin, la santé et le bien-être. Bon, les questions de restauration cognitive et psychologique, je viens d'en parler. Et puis, ne pas oublier également que la présence de ces espaces verts en ville va favoriser la préservation d'une certaine biodiversité, hein, et donc, bien entendu, ça a plutôt un impact positif également en termes de santé et de bien-être. Alors ici, je vous ai présenté l'extrait d'un communiqué de presse publié en 2024 qui renvoie aux résultats d'une étude publiée par Santé publique France. Donc là, on est dans le champ de la santé publique et de l'épidémiologie, qui fait état des résultats d'une première, alors ce qu'ils appellent une évaluation quantitative d'impact sur la santé, qui a été menée dans trois villes, hein, trois grandes villes, trois métropoles, Lille, Montpellier et Rouen, dans laquelle vont être estimés des bénéfices sanitaires associés au développement des espaces verts urbains et des mobilités actives, ainsi qu'à la réduction de l'exposition à la pollution de l'air, au bruit des transports et à la chaleur. Et donc là, dans cette évaluation quantitative d'impact sur la santé, on a des indicateurs qui sont des indicateurs de santé objectifs. D'accord? Donc des indicateurs qui renvoient au taux de mortalité, de morbidité, etc. Et ce que cette première évaluation montre, c'est que eh bien, quand on favorise le développement des espaces verts, bon, des mobilités actives, etc., on va identifier des bénéfices importants pour la santé dans chacune des métropoles, hein, en termes de mortalité, de morbidité, de recours aux soins et de gènes plus faibles. Donc, une évaluation quantitative d'impact sur la santé ici, qui va effectivement dans le sens, hein, des travaux qui, euh, qui montrent qu'effectivement, cette présence de nature en ville, elle favorise la santé. Mais là, on a vraiment une approche très épidémiologique proposée par Santé publique France. Alors, comment est-ce que la nature en ville est mesurée, considérée dans les recherches? Alors, dans les recherches en santé publique et en sciences humaines et sociales, hein, je précise. On peut considérer la quantité objective d'espaces verts. Alors, d'espaces verts et ou d'espaces bleus. Ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. Généralement à partir de mesures SIG, hein. Donc, on va partir du logement en étant bien entendu vigilant à conserver l'anonymat des participants, etc., hein. On part du logement et ensuite on utilise un rayon qui va généralement bon, de 300 mètres au minimum à 3 km, bon, la louche, depuis le logement, en mesurant, donc on mesure la quantité d'espace vert, la couverture végétale sur cet espace. On peut aussi considérer l'accessibilité. Donc là, on va interroger ou aller observer, hein, l'accessibilité au parc, au jardin collectif, à d'autres types d'espaces verts qui pourraient favoriser les contacts avec la nature et les activités. Et puis, un troisième type de variable, enfin de possibilité de mesurer cette nature en ville, qui est la vue sur les espaces verts. Parce qu'en fait, il y a des travaux qui montrent que ne serait-ce qu'avoir une vue sur des espaces verts, c'est positif en termes de bien-être.
Donc voilà les trois grandes possibilités qui s'offrent à nous, sachant que quand on parle d'accessibilité, ça va inclure tout ce qui est pratique et usage. D'accord? Généralement, on va mesurer également les pratiques et les usages. Alors, j'en arrive à mes deux exemples qui vont me permettre d'illustrer un petit peu ce que l'on a pu développer avec les collègues. Alors, avec les collègues psychologues et avec les collègues euh, qui ne sont pas psychologues, hein, puisque on a effectivement mené ces deux études à l'IRSTV, donc en collaboration étroite avec des collègues géographes, avec des collègues en sciences environnementales, avec des collègues plus spécialisés en urbanisme, etc. En sciences de la Terre aussi. Alors, la première étude, une étude qui a été menée dans le cadre d'un projet financé par la Commission européenne, un projet collaboratif, Nature for Cities, qui concernait les solutions fondées sur la nature. Un tas d'appels à projets effectivement européens qui ont ciblé ces questions, ces solutions fondées sur la nature. Et donc, on s'est inscrit dans ce projet collaboratif. Donc, pour ce qui relève plus spécifiquement de l'apport de la psycho, on s'est intéressé à la prise en compte, enfin à l'étude des effets de la présence de la nature en ville sur le bien-être et la qualité de vie des habitants. Alors, là, je vous ai présenté les résultats d'une première étude pilote qui est une étude qualitative. Alors, qualitative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas une étude qui a généré des analyses statistiques, des modélisations statistiques. C'est une étude qualitative menée à partir d'entretiens, d'accord? Donc, mais qui nous a surtout permis d'explorer en fait le terrain. Donc, une trentaine de participants à Nantes. Et ce qui nous a intéressé ici, c'est effectivement de creuser la façon dont ces habitants se représentent la place de la nature en ville, comment ils se représentent, comment ils envisagent les bienfaits et les inconvénients de cette nature en ville. Alors, en termes de bénéfices perçus, qu'est-ce que on va identifier? Et donc là, on est vraiment sur, comment dire, euh, c'est c'est ce qui est mis en avant en fait hein, par ces habitants dans leur discours. Hein. Donc, quand ils nous parlent de bien-être lié donc à la présence de la nature en ville, on a des éléments qui renvoient au bien-être lié à l'environnement de vie. On met en avant, donc les habitants mettent en avant la dimension physico-spatiale. Ils nous disent que eh bien, la nature en ville, ça contribue à l'esthétique de l'environnement urbain, que ça peut aider à contrer différentes nuisances, pollution, écart thermique, nuisances sonores, etc. On a également des éléments qui relèvent de la dimension sociale. On nous explique que des espaces verts, eh bien, ça va permettre de développer des relations sociales parce qu'on se les approprie socialement. Hein. Voilà, donc, ça favorise le lien social, la mixité sociale dans certains quartiers. Ça peut être intéressant. Ça favorise la pratique collective de certaines activités, jardinage, pratique partagée d'activités physiques et sportives. Et puis, on a une dimension fonctionnelle. Alors, là, on va retrouver des activités du type jardinage et sport, mais on les a dissociés parce que dans ces éléments de discours, on ne trouve pas la référence à la dimension collective, tout simplement. Donc là, vous voyez, on retrouve des éléments hein, qui sont identifiés en fait dans la littérature et expliqués en fait, hein, euh, qui viennent expliquer en fait ce lien. On a également des éléments de discours qui renvoient à un bien-être plus psychologique. Et là, c'est pareil, on va retrouver
des aspects qui relèvent de la récupération après un stress, de la récupération attentionnelle. On nous dit que ça apporte de l'apaisement, du calme, de l'épanouissement, que ça aide à l'apport de connaissances. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ça permet d'observer la nature, de mieux la comprendre, et que ça favorise la diversité de la faune et la connexion avec cette faune. On écoute le chant des oiseaux, etc. Et puis, une dimension bien-être physique. Euh, Là, c'est un verbatim, hein, voilà, la nature, c'est les sources d'oxygène, ça favorise le bien-être physiologique, ça favorise la pratique d'activité physique. Et puis, elle peut aussi, cette nature, permettre de produire des légumes et des fruits pour se nourrir sainement. Et malgré tout, des inconvénients, alors qui sont moins nombreux, mais qui sont malgré tout identifiés. Euh, on va nous dire que cette dimension, pardon, cette nature en ville, bien, ça peut générer des nuisances, des feuilles mortes, des insectes, des allergies. Les participants reviennent également souvent sur la dimension sociale en termes d'inconvénients et en particulier en mettant l'accent sur le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que certains espaces verts peuvent, in fine, euh, générer un sentiment d'insécurité euh, plutôt qu'un sentiment de bien-être. Et la dimension fonctionnelle, si eh bien, on a des parcs, des arbres, etc., euh, ça génère moins de place pour les bâtiments, moins de place pour la circulation, ça a un entretien et un coût. Euh, Ici, c'est simplement la synthèse de ce que je viens de vous présenter. À partir d'une analyse lexicométrique, en fait, on a identifié donc cinq grands champs sémantiques. Donc, on va retrouver quand ici, en fait, sur le plan factoriel, quand les catégories, en fait, puisque ici, on a donc quatre catégories sémantiques, si vous voulez, quand elles sont un petit peu interconnectées, c'est-à-dire qu'elles sont plus proches sémantiquement. Donc, on a connexion à la nature et nature et bien-être, en rouge et en gris ici. Donc, ce sont deux thématiques qui sont effectivement assez proches dans le discours des participants. Donc, le lien avec la nature qui génère du bien-être, et c'est associé à la question de la connexion à la nature, hein. Ensuite, on a en vert une catégorie sémantique qui est plutôt liée aux avantages en termes de lien avec le territoire et de sociabilité. En violet, violet mauve, c'est tout ce qui relève des pratiques sociales, sportives, des activités de loisirs. Et puis en bleu, on est plutôt sur les aspects en fait euh, plus négatifs, hein. Donc les inconvénients, en particulier les inconvénients en termes d'insécurité perçue et d'incivilité. Alors, toujours dans le cadre de ce programme, on a ensuite euh, mené une étude quantitative multicentrique, donc dans cette ville européenne. Alors, certaines étaient impliquées dans le programme, mais pas toutes, hein. On a collaboré également avec d'autres collègues avec lesquels on avait l'habitude de collaborer, hein, par exemple en Allemagne. Et donc, l'objectif ici, il était de- d'expliquer, en fait, à partir d'un certain nombre de variables explicatives, le niveau de bien-être des habitants. Alors, les variables explicatives, elles sont de nature différente. On a des variables objectives liées à la quantité de nature. J'en ai parlé tout à l'heure, hein, quand j'ai abordé les différentes mesures possibles de la nature en ville. Donc, on a travaillé avec un- un partenaire qui s'est penché sur la question et qui nous a finalement proposé deux mesures
deux mesures, une mesure de proportion de la zone, donc sur un rayon de 300 mètres autour du logement, de la zone couverte par des arbres et la partie herbacée, et l'herbe en fait, donc c'est la proportion verte, et puis une proportion d'eau, donc bleue, c'est la zone couverte par de l'eau en fait, autour du logement. Donc là, on a deux variables objectives. On a également des variables plus subjectives, une variable de perception de la quantité de nature. Donc là, on va demander à l'habitant ou à l'habitante d'évaluer la quantité de nature à travers tout un tas d'indicateurs qui relèvent d'éléments spécifiques, d'éléments de nature spécifiques, hein. Et donc, on calcule un indice. On a également une mesure de la connexion à la nature et des mesures liées aux pratiques, à l'accessibilité d'un certain nombre de lieux, d'espaces verts, de jardins individuels, partagés, etc. Alors, les résultats en fait des régressions que l'on a menées, quand dans le premier modèle, on intègre uniquement les variables objectives, donc ces pourcentages de cette part herbacée, enfin verte et cette part bleue de nature dans un rayon de 300 mètres autour du logement, on a des effets significatifs, pourcentage de variance expliquée significative. C'est pas non plus énorme, mais c'est significatif. Par contre, quand dans les modèles suivants, on rajoute des variables subjectives, la variable de perception de la quantité de nature, les variables liées à l'accessibilité d'un jardin partagé ou d'un jardin communautaire et la variable connexion à la nature. Donc, PAN, en fait, c'est la perception de la quantité d'espace vert. On a les jardins partagés et les jardins individuels et la connexion à la nature. Ce que l'on montre, c'est que les trois variables, en fait, qui vont finalement expliquer ce score de bien-être, c'est la perception de la quantité de nature dans le quartier, c'est l'accessibilité à un jardin, mais pas un jardin individuel, c'est l'accessibilité à un jardin partagé. Alors nous, on a interprété le résultat comme ça, mais euh, voilà, après, il faudrait poursuivre un petit peu dans cette approche et poursuivre les travaux dans ce champ-là. Euh, et d'ailleurs, je reviendrai sur l'importance de la dimension sociale dans l'exemple suivant. C'est effectivement ici, ça nous amène plutôt à considérer que c'est la dimension sociale qui est importante, hein. Et puis, ce niveau de connexion à la nature, cette fameuse relation perçue entre le soi et l'environnement naturel, qui va effectivement jouer. Alors, cette connexion à la nature, c'est la mesure en fait de la connexion à la nature. Elle va intégrer des items qui renvoient, pour faire très simple, à la façon dont on est plus ou moins écocentré ou anthropocentré. Je sais pas si je suis à peu près claire. Donc voilà les résultats effectivement qui sont identifiés à partir de cette étude. Ça vous donne un aperçu de ce que l'on peut effectivement mener comme type d'étude en psychologie environnementale dans ce champ-là. Sachant qu'on mène aussi, alors là il me reste encore 10 minutes. Je n'ai pas choisi de vous présenter cette étude, mais on peut également mener des travaux plus expérimentaux. Un doctorant avec lequel j'ai travaillé, qui est docteur maintenant, Emmanuel Efti, a travaillé, à aborder la question donc, des bienfaits de la nature en ville sur le bien-être en adoptant une approche expérimentale à partir de la simulation d'un certain nombre d'environnements. Alors non, c'était simulation et puis effectivement simplement réalité virtuelle, hein, sans simulation, c'est-à-dire en comparant différents espaces verts en ville
et en mesurant un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs physiologiques du coup, puisque en laboratoire ça permet de le faire, et des indicateurs plus subjectifs. Donc là, les deux exemples que je vous présente sont des exemples d'études corrélationnelles, mais on mène également des études plus expérimentales. Alors ici, le second exemple, c'est toujours une étude menée dans le cadre d'un projet collaboratif interdisciplinaire, le projet Urbinat, un projet donc toujours mené à l'IRSTV. C'est pour ça que j'ai fait plutôt le choix de me centrer sur ces projets qui sont interdisciplinaires. Euh, et, euh, et donc un projet qui avait pour objectif, alors les équipes de recherche des différentes villes impliquées travaillaient main dans la main avec les équipes des municipalités en fait. En l'occurrence, à Nantes, on a travaillé avec Nantes Métropole, donc l'équipe interdisciplinaire de l'IRSTV, sur la rénovation des quartiers nord à Nantes, en particulier avec une approche qui ciblait la revégétalisation de ces quartiers et la création de ce que les porteurs de projets, les porteurs de projets ont appelé des corridors de santé, un petit peu des corridors verts. Là, je vous ai mis un exemple d'une publication dans Nantes Ville et Métropole qui a relevé à l'époque, donc c'était en 2024, une des actions menées dans le cadre de Urbinat, hein. Euh, donc la rénovation, l'aménagement, le réaménagement du parc de l'Amande dans les quartiers nord de Nantes. Donc, euh, à travers et dans le cadre de ce projet Luminat. Alors, nous, dans le cadre de ce projet, alors, on a eu l'occasion de travailler sur des jardins partagés. Donc là, je ne vous présenterai pas ce travail, mais c'est effectivement une approche que l'on a eu l'occasion d'adopter. Et puis, une étude multicentrique également, donc avec des collègues à l'international, hein, qui nous a amené à essayer d'analyser les liens entre présence d'espaces verts et en particulier ces fameux corridors verts, cohésion sociale et santé mentale, avec comme objectif d'identifier les différences entre les types d'espaces verts, leurs caractéristiques, leur proximité relative par rapport au lieu de résidence, voilà, en termes d'impact direct et indirect sur la santé. On a travaillé à Porto, à Nantes Nord, donc dans ces quartiers nord à Nantes, à Sofia et au Danemark, dans une ville dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom. Merci. Alors, ces quatre villes, ces quatre quartiers ont une spécificité. Ce sont tous des quartiers plutôt prioritaires qui vont plutôt accueillir des habitats à loyer modéré, qui vont plutôt accueillir des populations euh, plutôt défavorisées d'un point de vue socio-économique. Voilà, et donc on a mesuré un niveau de cohésion sociale et un niveau de bien-être émotionnel, social et psychologique pour, euh, pour mesurer cette santé mentale. Alors, on a fonctionné un petit peu comme dans l'étude précédente. Donc, c'est le collègue euh, urbaniste hein, qui a travaillé sur la question et qui a construit des indicateurs. Donc, c'est beaucoup plus précis que dans le cas précédent, puisqu'on a 7 indicateurs différents d'espace vert avec 15 mesures de proximité relative, hein, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, on a, pour faire simple, 2 indicateurs de niveau de végétalisation, 3 indicateurs d'accessibilité à des espaces verts et 2 indicateurs d'utilisation des espaces verts. Voilà. Donc, vous avez ici hein, le niveau de végétalisation
pour les quatre quartiers concernés. Et en termes de résultats, alors, qu'est-ce que l'on obtient? L'idée, c'était effectivement d'étudier, de tester les liens entre présence de nature à partir de tous ces indicateurs. Donc, ça nous a amené à multiplier le nombre de modèles de médiation. Donc, la présence de nature à partir des différents indicateurs, ses effets sur la santé mentale, mais en considérant le niveau de cohésion sociale. Et ce que l'on montre, c'est qu'on n'a pas de lien direct entre espace vert considéré à partir de ces différents indicateurs et santé mentale. Par contre, on a un lien qui est médiatisé par, par la cohésion sociale, par la dimension sociale, en fait, de la satisfaction de vie, euh, pour un certain nombre d'indicateurs que je vous ai notés ici. Donc, on ne retrouve pas ces effets pour tous les indicateurs. Bon, on les retrouve pour un certain nombre d'indicateurs malgré tout. Donc, pas d'effet direct, mais des effets partiels qui finalement nous amènent à considérer que l'effet de la présence de nature autour du logement sur la santé, elle est ici plutôt médiatisée par la cohésion sociale, par la qualité des liens sociaux qui sont développés dans le quartier. Alors, dans cette étude, je finis, on a mené un premier recueil de données euh, pendant la rénovation des lieux et on a mené un second recueil de données après. Les résultats ne sont pas encore publiés, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Euh, voilà, donc voilà pour les deux exemples que je souhaitais vous présenter. Alors pour conclure rapidement, qu'est-ce que l'on peut dire de ces liens entre contact avec la nature et bien-être, santé? Eh bien, ce sont des liens qui sont complexes, qui sont multifactoriels. Donc, c'est vrai que ça n'est pas toujours évident de les étudier en adoptant une approche corrélationnelle, parce qu'on sait très bien qu'il y a tout un tas de facteurs confondus qui vont jouer, hein. Mais l'approche expérimentale n'est pas évidente non plus. En même temps, c'est l'approche expérimentale qui permet malgré tout de mieux identifier quels éléments de nature vont plutôt plus jouer que d'autres. Alors, l'approche expérimentale, idéalement, on va travailler à partir de réalité virtuelle. Maintenant, ça génère des biais aussi. Donc, il y a des études qui sont quasi expérimentales et qui sont menées en environnement écologique, hein. Voilà, et ça, c'est effectivement tout à fait intéressant à mener. Ça réduit les biais, d'un côté, les biais corrélationnels, ça réduit les biais liés à la réalité virtuelle, mais c'est compliqué à mettre en place. Des défis qui subsistent, bien entendu, encore pour comprendre ces processus, donc effectivement, les processus qui contribuent à cette association, et ne pas oublier l'importance des différences individuelles, hein, et des possibilités qui sont offertes par le contexte, bien sûr, que ce soit le contexte environnemental ou le contexte social. Voilà, merci beaucoup. Oui.